سلام عليك رمضان أهلنا بك هلال سلام عليك رمضان. Monsieur Fouad Haïdar, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. D'abord, est-ce qu'il y a bien 1,5 m entre moi et toi ou pas? T'as fait le calcul ou pas? J'ai fait le calcul. C'est bon. C'est bon, il y a 1,5 m minimum. Voilà. C'est important, donc, de respecter les consignes sanitaires. Alors, Monsieur Fouad Haïdar, merci de nous avoir reçus à votre cabinet, ici au Parlement bruxellois flamand. Et avant tout, on aimerait juste comprendre, pour les spectateurs de Zineke TV, en quoi consiste votre fonction. Tout d'abord, je vous remercie. Je remercie Zineke TV. Je veux te remercier, Monsieur Hassan Hali, d'être venu jusqu'ici, malgré le confinement, de prendre tous les risques pour venir nous voir. Mais nous gardons bien la distance sociale, comme je viens de le dire. Donc, j'espère que, voilà, d'abord, je te remercie. Et d'abord, je souhaite un très bon ramadan à tous les auditeurs, tous ceux qui regardent Zineke TV. Ça, c'est pour ceux qui sont croyants, musulmans. Et puis, pour tous les autres, je souhaite le meilleur. Le Parlement bruxellois, il y a 89 élus, 89 parlementaires au Parlement bruxellois, et ces parlementaires sont effectivement parlementaires bruxellois, mais en même temps, ils sont soit néerlandophones, soit francophones. Donc, il y a 17 néerlandophones et 72 francophones qui se rassemblent une semaine sur deux séparément pour parler de la problématique de la culture, de la jeunesse, du sport, du bien-être, des personnes âgées. Donc, tout ça sont des matières qui sont liées à des personnes, notamment par rapport à la langue de la personne et tout. Donc, il faut savoir que la COCOF, c'est Madame Magali Plovy d'Ecolo qui gère ça. Ici, au niveau de la région, tu as Rachid Madran du Parti Socialiste et puis moi, Fouad Haïdar, qui est président du Parlement de la Communauté flamande à Bruxelles. Donc, le président du Parlement de la Communauté flamande gère les débats, comme tous les autres parlements. C'est un parlement qui fonctionne avec des commissions qui discutent de tout ce qui touche directement nos enfants. Par exemple, je vous donne un simple exemple, l'enseignement néerlandophone. C'est pas un francophone qui va s'occuper de l'enseignement néerlandophone. C'est pas au niveau de la culture la même chose. Il y a la jeunesse, c'est la même chose, donc c'est nous qu'on s'en occupe. Le sport, et ainsi de suite. Et puis, à côté de ça, tu as, en tant que, c'est vrai que j'ai une double casquette, en même temps, je suis chef de groupe au Parlement bruxellois, et là, je parle des matières qui touchent tout le monde, c'est-à-dire l'emploi, l'aménagement du territoire, la sécurité, la propreté, le financement, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'on a différentes casquettes, et tantôt le lundi, on est parlementaire bruxellois, le mardi, on est parlementaire flamand. Voilà, et on essaye on n'est pas schizophrène, mais on essaye quand même d'avoir cette possibilité d'avoir différentes personnalités qui nous permettent effectivement de mener à bien toutes les politiques qu'on doit mener à Bruxelles, quoi. À côté du fait que vous soyez parlementaire, vous êtes aussi président du Parlement de la communauté flamande à Bruxelles. Oui. Ça consiste en quoi? Ben justement, c'est ce que je viens de vous expliquer, que le parlementaire que je suis d'abord est parlementaire, il pourrait interpeller, mais ce serait un peu délicat parce que on est d'abord président d'une entité, donc moi, je gère surtout les débats. C'est-à-dire que malgré qu'on est en confinement, nous continuons à travailler. Donc, je dois venir pratiquement tous les jours au Parlement pour signer les signataires, les autorisations, voir les questions que les parlementaires me posent et voir est-ce que le ministre est disponible à y répondre et quand est-ce qu'on va organiser cela. Un simple exemple, j'ai par exemple dans la salle en bas, puisqu'il n'est pas possible de se réunir tous dans la même salle, donc j'ai deux grands écrans, un grand écran avec tous les parlementaires et un écran avec les ministres, et donc avec les techniciens qui travaillent avec nous et les collaborateurs, nous essayons de gérer au mieux qu'on peut les débats essentiels aujourd'hui, surtout liés au corona. On a beaucoup de débats sur la question du corona. Les questions se posent des questions, est-ce que l'enseignement doit reprendre ou pas? Quelles sont les primes qui sont disponibles pour le service de la culture? Qu'est-ce qu'on fait pour les sportifs? Voilà. Donc c'est un parlement comme les autres. Donc il y a les mêmes compétences, mais la seule différence, c'est que nous travaillons surtout avec la Flandre plutôt qu'avec la communauté française. Sauf que moi, une semaine sur deux, je suis aussi parlementaire bruxellois et alors à ce moment-là, on discute de tous les problèmes de tous les Bruxellois. Alors, une question que beaucoup se posent pendant le confinement, on voit, c'est vrai, très peu de monde, mais on voit plus du tout les politiciens. Vous, que faites-vous pendant ce confinement? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, il serait logique, il ne manquerait plus qu'on commence à parader ici dans les rues. Je veux dire, les règles, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Tout le monde doit respecter les règles. C'est-à-dire que ceux qui travaillent, soit de leur bureau, soit il faut regarder en live, parce que malheureusement, tout se passe pratiquement en live. On n'a pas le droit d'aller avoir des contacts directs avec les personnes. Je veux dire, voilà, on doit garder nos distances.
On peut pas aller visiter nos propres parents, pourquoi aller visiter des gens autres? Donc il faut faire très attention avec ça. Je veux dire, la majorité des parlementaires continuent à travailler dans leur commission. Moi, par exemple, je gère mes débats, je gère mes commissions, j'interpelle quand je peux interpeller la ministre, mais tout ça via le virtuel, puisque il y a tous les systèmes qui sont mis en place pour pouvoir permettre, comme vous aujourd'hui, vous faites une vidéoconférence. La chance que j'ai, c'est que voilà, vous êtes venu vous directement au bureau, vous étiez apparemment dans les environs et ça me permet de vous voir, mais avec une certaine distance. Mais si voilà, je veux dire que on continue à travailler. Et moi, je donne un simple exemple, je donne un coup de main aussi. Je livre des colis alimentaires. Il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui vont faire la file dans les colis alimentaires pour avoir un colis alimentaire. Et franchement, je voudrais saluer tous les jeunes qui sont actifs actuellement à distribuer tous ces colis. Je les félicite. C'est ce genre d'initiative qu'on ne met pas assez en avant. Je suis très content que la presse en parle. Peut-être pas assez. Ces gens-là travaillent toute l'année, ils sont solidaires toute l'année, mais malheureusement, voilà, il a fallu ce confinement pour découvrir qu'il y a des milliers de jeunes qui sont utiles pour les autres. Mais moi, voilà, puisque des gens le font déjà, tant mieux. Moi, ce que je m'occupe, c'est surtout de voir des gens qui travaillent et qui ne s'en sortent plus. Et il y en a beaucoup. Vous serez étonné du nombre de gens qu'on connaît autour de nous, qui n'arrivent pas à aller faire leurs courses, qui n'ont pas de quoi ramener à manger à leurs enfants. Il y a des situations terribles pour des gens qui travaillent, qui sont, voilà, qui ont 1400 euros, 1300 euros par mois, qui faisaient des heures supplémentaires qui leur permettraient de pouvoir payer leur loyer convenablement. Il y a des gens qui payent la moitié de leur loyer, la moitié de leur salaire en loyer. Ils s'en sortent pas. Alors il y a déjà des gens qui gagnaient leur vie convenablement ne s'en sortent pas, que ça doit être pour les gens qui ont des bas salaires. Et effectivement, il y a des primes de la région qui sont mises en place, il y a des revenus, il y a l'allocation de loyer qui va être mise en place. Il y a plein de choses qui se font, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement juste pour se nourrir. Et donc, j'essaye avec quelques amis de faire quelques colis alimentaires, des donations qu'on reçoit, des petites enveloppes avec un peu d'argent qui permettent à certains de soulager certaines familles, qui leur permettent de passer ce cap. J'espère qu'à partir du mois de juin, les choses reviendront à la normale. Et voilà. À côté de ça, je donnais un petit coup de main dans une maison de repos. Donc, je ramassais des plateaux, nettoyais, voilà. On était tous un peu volontaires, mais ça, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, j'avais des courbatures et j'avais peur que j'ai le Covid, donc je ne préfère pas donner des risques à des autres personnes. Mais apparemment, j'ai fait le test. Et je peux vous dire que j'ai fait 2 fois le test, et que je n'ai pas de Covid. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait que vous avez fait 2 fois le test? Parce que comme je suis une personne avec un surpoids et donc que j'avais ces symptômes que j'avais un peu froid et qu'ils ne trouvaient pas ce que c'était parce que je toussais pas, ils ont dit qu'on va faire d'abord un test et puis quand vous êtes diabétique type 2, ils sont obligés de mettre, je parle du test maintenant, hein, pas il y a quelques mois parce que c'est important de voir qu'il y a quelques mois, il y avait un mois, il y avait pratiquement pas de test, maintenant il y en a quand même assez pour en faire un maximum de monde. Et donc, comme ils ont estimé, malgré que j'ai perdu 30 kilos, apparemment, c'était pas écrit dans leur fiche, comme quoi que j'avais perdu du poids. Donc, ils m'ont dit, écoutez, il vaudrait mieux faire le test. Et donc, j'ai fait le test. Et une semaine après, on m'a dit que c'était négatif. Ils m'ont dit de refaire le test. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux tests, faux négatifs. Apparemment, on croit que vous êtes négatif, mais apparemment, vous êtes positif. Et donc, j'ai fait un deuxième test et au moins, on sait que tout allait bien. Donc, voilà. Et il est négatif. Il est négatif et c'est la bonne nouvelle. C'est juste pour vous dire que moi, il y a beaucoup de gens que je ne vois pas non plus. Donc, confinement oblige. Tout le monde reste à la maison. Tout le monde reste chez lui. Peut-être qu'on voit plus les politiciens, peut-être sur Facebook pour certains. Mais en tout cas, je peux vous assurer que nous continuons à travailler. En tout cas, moi, je continue à travailler. Je viens au bureau, je fais mes signataires, je fais mes commissions. Quand je peux aider des gens, je les aide. Il y a beaucoup de désarroi. Que ce soit les gens qui m'interpellent juste pour les voyages, les gens qui sont bloqués au Maroc, des gens qui sont ici ou des gens qui sont de là-bas. J'ai des dizaines de gens qui m'appellent aussi. Je fais peut-être pas autant de bruit, je suis pas sur Facebook sur cette question-là. Il y a des gens qui le font très très bien et je fais un grand hommage à Mohsin Moudden qui fait un travail formidable par rapport à ça. Franchement, chapeau pour ce monsieur qui le fait tout à fait bénévolement. Voilà, j'espère que les gens auront de la reconnaissance par rapport à tout ce qu'il fait. Mais nous, on le fait peut-être à notre petite échelle. On a entre 40 jusqu'à 70 personnes qui m'ont contacté, sur lesquelles je suis occupé à essayer de voir avec le centre de crise, voir avec le Maroc, on comprend pas pourquoi il y a des bugs, pourquoi il y a eu un mail qui est mal parti. La différence entre moi et d'autres parlementaires fédéraux, c'est que moi, c'est ma collègue au niveau fédéral qui pose la question au ministre. Moi, je ne suis pas ministre fédéral parce que c'est une matière qui touche le fédéral. Vous savez, la Belgique, il y a un parlement fédéral et là, c'est le ministre des Affaires étrangères et c'est pas moi qui peux l'interpeller. Moi, je peux interpeller les ministres du gouvernement bruxellois par rapport à tout ce qui est mené en politique bruxelloise. Et donc voilà, chacun a sa place, chacun son domaine, mais comme il y a des gens qui le font déjà très très bien, je les laisse continuer à faire. Donc franchement, c'est très bien que des parlementaires bougent dans cette question-là. Voilà, on peut pas être partout. Tant que les choses bougent, ça c'est le plus important.
Alors, Monsieur Fouad Haïdar, depuis le début de la crise, il y a énormément de critiques sur le gouvernement belge par rapport à son action, ou plutôt sa réaction tardive par rapport à cette crise sanitaire. Quelle est votre position là-dessus? Donc, quand on note que la Belgique se trouve, je pense même en première position quand on compare la densité de la population, quand on compare le nombre d'habitants par rapport à ce pays, le taux de mortalité il est exorbitant. Et les contaminés sont de même. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que la Belgique aurait pu faire mieux? Écoute, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et parfois, on est préparé pour une crise et parfois, on ne l'est pas. En Belgique, on a eu plus de pratiquement 8000 morts, on est arrivé. Oui, 7700 et des... On est pratiquement à 8000 morts, 8123, je crois, si je me rappelle des chiffres. C'est énorme. La seule différence entre la Belgique et d'autres pays européens, c'est que nous, on fait un calcul clair. C'est qu'une personne, qu'elle décède du Covid, ou qu'elle ne décède pas du Covid, si elle meurt dans une maison de repos, automatiquement, on lui compte au Covid. Et donc, ça fausse complètement le débat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui meurent avec le Covid, mais qui ne sont pas morts du Covid. Mais comme on pense que cette personne est peut-être décédée, effectivement, qu'elle a aussi le Covid, on le met Covid. Donc aujourd'hui, dans les maisons de repos, par exemple, on les acte automatiquement. Les hôpitaux, la même chose. Donc ça veut dire que si on doit regarder exactement, si on avait fait tester les gens, il y a des gens qui sont morts du Covid et donc ils ne le sont pas. Donc il y a peut-être manque respiratoire, des personnes qui sont en surpoids, des problèmes de diabète, il y a des problèmes de complications au niveau des reins. Donc chacun, pour quelle raison, est décédé et tout. Mais en Belgique, on a décidé de mettre tout le monde point à la ligne. Aujourd'hui, on fait un peu la distinction. Comment ça fait la distinction? Parce qu'on a vu qu'on a beaucoup de critiques au niveau international et que les gens en profitent pour essayer de critiquer la Belgique. Je pense qu'effectivement, les chiffres ne sont pas ça. Mais voilà, on préfère travailler de cette manière-là. Le plus important, c'est qu'on soit conscient qu'il y a un problème et que cette crise sanitaire, on apprenne des leçons pour que la prochaine fois, on l'améliore. Mais le plus important aujourd'hui, c'est comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver des masques en suffisance. Oui, mais c'est ça la question, en fait, de M. Fouad Haïdar. Est-ce que le masque était une solution? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons commandé des masques. C'était un fiasco. Du matériel qui est arrivé, du matériel qui n'est pas arrivé. Est-ce que aujourd'hui, ce modèle politique belge ne serait plus d'actualité et qu'il faudrait peut-être revoir un tout nouveau système par rapport à ce nombre de ministres pour une seule compétence? Est-ce que ce ne serait pas ça réellement le problème, que cette réaction tardive ou une absence d'action est suite à une multitude d'intervenants? D'abord, il faut savoir que la majorité des décisions se passent au niveau fédéral. Et donc, il y a un ministre de la Santé, et il y a effectivement plusieurs ministres de la Santé qui peuvent prendre des mesures à côté. Mais tout ce qui a trait à l'achat de matériel se passait et coordonné au niveau du fédéral. Maintenant, la région aurait pu dire je n'attends pas le fédéral et je fais mon travail. Ça, on a peut-être réagi beaucoup trop tard. Enfin, réagi, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je parle du gouvernement qui aurait dû réagir peut-être beaucoup plus tôt. Maintenant, on n'a pas assez de matériel. On découvre qu'on doit acheter du matériel et que quand tu as une crise sanitaire, tu te dis, j'ai un problème dans mon pays, nous sommes 27 pays européens, je vais pouvoir compter sur mon voisin. Le problème, c'est que tout le monde est touché. Alors tout le monde dit non, moi j'ai besoin de mon matériel pour ma population. Moi j'ai besoin de matériel pour ma population. Comme si, par exemple, nous avons 2500 machines pour les personnes des cas graves au niveau respiratoire. 2500 machines, c'est énorme, mais c'est peu. Nous, à partir du moment où tu as un problème, tu peux appeler la France, tu peux appeler le Luxembourg, tu peux appeler un autre pays qui va t'apporter du matériel et qui va te prêter du matériel. Mais il s'avère que tous les pays ont été touchés. Et donc tout le monde disait non, mon matériel d'abord, et tout le monde allait acheter vite les stocks et ainsi de suite. Donc il y a eu une panique généralisée. Personne n'a pu prévoir ça. Maintenant, on essaie de limiter les dégâts. Je pense que tant mieux que mal, on arrive à un résultat qui est malheureux quand on a 8000 morts. Il y a 50 000 personnes qui ont été contaminées. Je pense qu'on a limité les dégâts. On a vraiment limité les dégâts et tout. Maintenant, il faudra apprendre, il faut prendre des leçons par rapport à ce qui s'est passé. Il faudra faire des commissions pour voir quelles sont les erreurs qui ont été faites. Est-ce qu'on a commandé le matériel, on n'a pas commandé le matériel, est-ce qu'on a été à temps, est-ce qu'on n'a pas été à temps. Tout ça, il faudra éclaircir. Aujourd'hui, il faut gérer cette crise à l'heure actuelle et répondre aux besoins non seulement sanitaires au niveau santé des gens, mais aussi au niveau financier parce qu'il y a des gouffres qui ont été créés financiers chez des gens. Les gens n'ont plus de revenus ou pratiquement très peu de revenus. Les banques qui profitent de leur situation. Il faut mettre des dossiers. Les gens sont en attente avec le stress. Est-ce que je vais avoir une autorisation? Est-ce qu'ils vont accepter mon report de crédit ou pas?
Des mesures sont prises. J'ai vu par exemple que au niveau fédéral que le groupe du PS va faire aussi un truc ensemble avec le SPA pour reporter les crédits à la consommation de 6 mois. Voilà, c'est toutes des petites choses qui permettraient de soulager les choses. Et après, il y aura le compte, il faudra régler les comptes et créer des commissions beaucoup plus strictes pour essayer de voir au détail près ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Voilà, je pense que Bruxelles essaie de s'en sortir autant comme on peut. C'est pas évident. Tu peux pas, on n'est pas dans un lockdown. Il faut pas oublier ça. C'est que peut-être qu'on aurait fait un lockdown général, peut-être que ça aurait été mieux. Mais les gens, quand ils parlent de lockdown, ils savent pas de quoi ils parlent. Un lockdown, ça veut dire que tu ne sors pas de chez toi. Personne qui sort, à part un certificat de travail qui te prouve que tu peux sortir. Et aller faire des courses dans un réseau de 500 mètres de chez toi. Et à partir d'une certaine heure, il n'y a plus personne dans la rue. Ça, c'est le lockdown. Ici, en Belgique, les gens peuvent sortir. Enfin, ils sortent, ils peuvent aller faire du sport, ils peuvent faire du vélo, ils peuvent faire de la course à pied, ils peuvent faire de la marche. Ils peuvent aller au magasin, ils peuvent aller voir les familles dans les maisons de repos, mais en gardant à l'extérieur, en faisant des signes, en parlant de la fenêtre, gardant la distance sociale. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles de faire et tout. Donc, je pense que, voilà, on doit limiter les choses, dire que la seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas se promener à 10. Et c'est ce que je dis à certains jeunes, ils me disent, ouais, mais nous, ouais. Non, c'est pour tout le monde la même chose. Vous vous promenez, c'est 2 maximum. Vous voulez être à 3, ça doit être les mêmes. À partir de maintenant, vous pouvez même être à 3, faire du sport à 3. Donc, vous faites un jogging, vous faites de la marche, vous faites du vélo, eh bien, vous gardez votre distance sociale, il n'y a pas de problème. C'est difficile pour tout le monde. On est tous dans le même bateau. Et donc, voilà. Il ne manquerait plus que moi, je commence à parler, comme vous dites tout à l'heure, où est-ce que vous êtes, on ne vous voit pas dans la rue, mais comment je vais vous voir dans la rue? Mais même vous, qu'est-ce que vous faites dans la rue, vous faites? Donc, je veux dire, vous n'allez pas être dans la rue. Vous êtes journaliste, c'est vrai que vous faites votre travail, que vous devez faire des reportages. La réaction de la Belgique par rapport au confinement, par exemple, sans réellement parler du masque, tout au début de cette crise, alors qu'elle a commencé certainement au mois de novembre en Chine, on comparait encore cette crise sanitaire à un petit rhume bénin qui ne ferait pas de mal, etc. Est-ce que ce serait pas là qu'il y a eu justement cette mauvaise estimation pour effectivement démarrer en retard? Écoutez, il y a des virologues en Belgique. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue. Il faudra leur poser la question pour savoir s'ils ont démarré à temps ou pas. Notamment les mesures qui devaient être prises au fédéral. Tout ce que moi je sais, c'est qu'au moment où nous, on a estimé qu'il y avait un souci, le gouvernement bruxellois, on a même voté une loi ici à Bruxelles, une ordonnance qui nous dit, voilà, nous donnons les pleins pouvoirs au gouvernement. Ça veut dire qu'on leur a dit, c'est même pas la peine de faire des commissions. Si ça a trait directement au corona, qui est lié au corona, prenez les mesures qu'il faut. Vous devez nous expliquer. Il faut nous prouver que c'est lié avec le corona. Faites pas ce que vous voulez. C'est pas un chèque en blanc, mais c'est presque un chèque en blanc. En disant, voilà, vous ne devez plus revenir au Parlement. On va pas chaque fois changer, adopter des lois, adopter les budgets, faire une commission spéciale, et ainsi de suite. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps de tergiverser, de débattre, de discuter et tout. On continue à faire notre travail sur d'autres thèmes. On pose des questions au gouvernement qui nous répond par rapport à certaines mesures qu'ils ont prises et tout. Mais quand ils voient quelque chose sur lequel il est lié directement, qui peut améliorer le quotidien des Bruxellois et qui peut les sortir de cette misère économique, sociale et sanitaire, qu'ils prennent les mesures qu'il faut. Et donc je pense qu'on leur a donné le plein pouvoir pendant 3 mois. Au gouvernement fédéral, on leur a donné aussi 3 mois. Donc voilà, à nous de voir si on va prolonger ou pas. J'espère qu'à partir du mois de juin, puisqu'il y a des 2 confinements qui vont commencer le 11 et puis le 18 pour l'enseignement, et puis le 8 juin pour les restaurants et pour les cafés, j'espère que effectivement après le 8 juin, on pourra dire que c'était un cauchemar et que c'est derrière nous. On doit continuer à faire attention. Je pense que de toute façon, les habitudes vont changer. Alors voilà, je veux dire, avant on faisait la bise, où tu donnes la main, ou je pense que les gens ne feront plus la bise, ils donneront la main peut-être 1 fois sur 2. Il y a des choses que voilà, des habitudes qu'on n'appliquera plus. On gardera un peu nos distances. Quand on tousse, on mange, on tousse dans notre manche. Je pense qu'il y a des gestes comme ça qui vont peut-être ancrer. Et puis en même temps, je m'inquiète parce que je me dis que le mot oublier existe dans le dictionnaire et que l'homme oublie très rapidement parce que il y a eu un confinement. Ceux qui ont perdu économiquement, ils vont peut-être le sentir ou ils l'ont senti clairement. Mais pour les autres qui sont restés à la maison, qui ont touché le même revenu parce qu'ils sont au chômage, au CPS, ou bien ils travaillent à l'État, ou parce qu'ils travaillent chez un employeur qui a permis de leur payer leur salaire complet, ce sont la majorité des gens. Et ces gens-là, je veux dire, si ils te disent non, mais c'était pratique parce que j'ai fait du télétravail, que j'étais chez moi à la maison, c'est peut-être pratique. Mais de l'autre côté, il doit comprendre que quand il reprend dans la vie normale, qu'il doit garder les bonnes habitudes. Monsieur Fouad Haïdar, une question
qui va peut-être un peu vous titiller. Il y a eu plusieurs interpellations, que ce soit par des lettres ouvertes, par certains parlementaires ou députés au niveau fédéral, les gens qui appellent à tous les politiciens à faire, je dirais, un don de leur partie de leur salaire pendant cette crise sanitaire. Est-ce que ça n'aurait pas je dirais un exemple à donner à tous les citoyens, comme ça a été fait dans certains pays, de laisser une partie de sa dotation, une partie de son salaire pour justement aider la région, en l'occurrence aujourd'hui, ou la Belgique de manière générale, à faire face à justement cette crise de manière financière, sachant, vous l'avez dit vous-même, qu'il y a énormément de familles qui souffrent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout ce que je peux vous dire simplement, c'est que nous déjà, les candidats qui étaient sur la liste de Bruxelles SPA ou ceux qui ont été élus pour cette liste-là, le font déjà. Donc on n'a pas attendu ni le corona pour chaque mois donner une partie de notre salaire à des associations. On le faisait déjà, et je mets mon chapeau à Sophie Bouron, qui était ma collègue il y a quelques années, qui nous avait proposé justement à chaque parlementaire de donner certaines de nos primes à des associations sur le terrain. Et on le fait. Donc 4 associations bénéficient depuis des années de montants. Chacun donne ce qu'il veut, entre 500 et 1000 euros, ça dépend qui le donne. Ça fait des années qu'on le fait. On n'a pas attendu ni la crise ni quoi que ce soit. Moi personnellement, j'ai donné un salaire complet. Le problème c'est que, est-ce que je dois tout étaler? Est-ce qu'on doit tout étaler? Il y a des gens, chacun est libre. Le problème de la loi, c'est que tu reçois un salaire, tu le donnes au parlementaire et c'est à lui de décider ce qu'il fait avec. Nous, on ne peut pas obliger qui que ce soit. La loi ne peut pas dire, voilà, je vais prendre une loi qui va te saisir ton salaire à toi. Ils peuvent le faire, s'ils veulent le faire, en tant que groupe. Et je pense qu'il y a beaucoup de groupes, vous serez étonnés, et vous allez ouvrir les yeux comme ça, de gens qui le font, mais qui ne disent rien. Alors, il y a ceux qui tapent sur leur torse, et ceux qui ne le font pas. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que, moi, personnellement, je pense que, entre les 3 mois qui sont passés maintenant, je crois que j'ai donné 8 à 9 000 euros. Rien que moi, personnellement. Rien que moi. Je ne parle pas des autres et ainsi de suite. Mais je pense que vous devez être transparent, vous êtes politicien. Effectivement, il est important de le dire et que les gens le sachent. La seule différence, c'est que nous, on a appris une chose et que c'est peut-être un défaut ou pas un défaut, c'est que chacun, il prend ça comme il veut. Moi, j'ai toujours appris, depuis que je suis gamin, que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas le voir. Et donc, il y a une chose qui est sûre, c'est peut-être qu'il faut peut-être faire du bruit, peut-être leur montrer. Je le fais. Ceux qui sont concernés, qui reçoivent ces montants, ou qui touchent ce montant, ou que j'aide, ils le savent. Et moi, ça me suffit. Ça me contente. Et pour le reste, on fait des appels. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, chez moi, c'est diversifié. Ça part d'Amnesty International jusqu'à MSF, jusqu'à Médecins sans frontières. Ça part des mosquées qui soutiennent jusqu'à l'école élémentaire. Que ce soit pour les prisonniers pour les gens qui sont en prison. Donc vraiment, j'essaie de diversifier un maximum le monde. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup de gens qui viennent individuellement demander de l'aide. Individuellement. Et vous serez étonnés du nombre de gens que je dis non, c'est pas un prêt, c'est pas grave. C'est vrai, on gagne notre vie. Et ça nous permet aujourd'hui, dans des moments difficiles, de montrer qu'on peut faire la différence. Et on fait ce qu'on peut, là où on peut. Mais c'est vrai qu'il n'y a que ceux qui tapent sur leur torse pour leur dire « Ah oui, tu vois, ça c'est des bons ». Alors, il y en a qui le font, tant mieux pour eux, et je peux t'assurer que moi, mes collègues, je parle de mes collègues, je parle de Pascal Smet, je parle de Île-de-Sable, et je parle de Aix-Rochette, et beaucoup d'autres parlementaires, et ainsi de suite, mais ça, j'en parle pas par rapport justement à Berthancieux, par exemple, au fédéral, et ainsi de suite. Ces gens-là, qui sont dans notre parti, je peux t'assurer que chacun d'entre eux ont donné une partie de leur salaire et soutenir des gens, et ils le font toute l'année. Donc je peux t'assurer, si on fait les calculs, je pense qu'on sera loin des montants qui sont annoncés dans certains médias. Est-ce que les mandataires politiques ne seraient pas trop payés dans notre pays? Écoutez, pour ceux qui font son travail, je vais dire, ceux qui font son travail correctement, je pense que c'est un travail qui est correctement payé, qui est bien payé. Alors, est-ce qu'ils peuvent diminuer un montant? Moi, j'ai pas de problème de diminuer le montant. J'ai aucun souci. Un parlementaire gagne en moyenne 5 000 euros par mois, 5 200, 5 300. Tout dépend de s'il reçoit une prime ou ne reçoit pas une prime, parce que, voilà. Donc, pour vous dire simplement qu'un parlementaire, ça paie des impôts aussi. Moi, je le vois tous les mois, ce que je donne, individuellement, des gens, 50 euros là, 100 euros là, une SBL qui nous demande des soutiens, ainsi de suite, qu'on essaie de soutenir. Voilà. On peut refaire le calcul. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème. Mais dire aujourd'hui que certains parlementaires sont trop payés et d'autres qui sont trop peu payés, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Je trouve qu'il faut trouver un juste milieu. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je sais ce que je fais de mon argent. Je sais à qui je le donne et ce que je garde pour moi. Maintenant, ce débat-là, on peut l'avoir. Et je vous dis, je n'ai aucun souci à revoir les montants. Aucun souci. Mais je peux vous assurer qu'il y a un parlementaire qui fait correctement son boulot, qui part du matin au soir. Parce que quand tu pars de chez toi à 7 heures du matin, que ce soit les gens que je rencontre dans le tram,
qui vous interpellent, que ce soit les gens quand tu manges à midi, que ce soit dans un magasin quand tu fais des courses, ou quand tu es dans toute tes journées dans tes commissions, dans ton travail, que tu fais bien ton boulot, je peux t'assurer un parlementaire, il est occupé pratiquement 7 jours sur 7. Le parlementaire, c'est un boulot qu'on aime. Ça devient même, c'est plaisant. Mais ça prend énormément d'énergie. Et ça a aussi des coûts. Et quand je parle de 5 300 € ou 5 200 €, c'est parce qu'on reçoit aussi une prime dedans de défraiement qui nous permet d'acheter des vêtements, des chaussures et ainsi de suite parce que c'est un peu post-protocolaire et ainsi de suite parfois. Donc voilà, chacun ce qu'il fait avec, ils peuvent le retirer, pour moi j'ai aucun problème. Moi tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, quand je regarde après 15 ans de parlementaire et tout, ce que j'ai fait de mon argent, je peux te jure que je suis très fier d'avoir aidé énormément de monde avec cet argent-ci. أنزل القرآن للمؤمنين تفتح الجنات العالمين أنزل القرآن أهلنا بك يا هلال سلام عليك يا رمضان أهلنا بك هلال سلام عليك يا